les terrains de sport africains. Score, résultats, performances. Analyse, débat, commentaires. Toutes les émotions du sport. Zone mixte. Zone mixte. Zone mixte. Tout le sport d'Afrique et d'ailleurs. Zone mixte. Votre hebdomadaire sportif préparé et présenté par Amel Bouazza et Fouzi Malata. Le sport d'Afrique sur Ifriqiya FM et nulle part ailleurs. Bonjour à tous, salut chers auditeurs de Radio Ifriqiya FM. Amel Bouazza est encore en congé, elle se prend encore quelques jours de congé. Pour cette dernière émission de l'année, nous avons le plaisir de recevoir, et ils nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation, deux invités. Avec moi en studio, Nasser Bouiche, ex-international algérien. Bonjour Nasser Bouiche. Bonjour Fouzi, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et depuis Kinshasa, Sylvie Meya Moabi, journaliste sportive chez Radio Top Congo FM. Bonjour Sylvie. Bonjour Fouzi et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, la dernière émission de cette année 2025, une année 2025, enfin une fin d'année 2025, dominée par une actualité football assez riche, assez chargée. Comme d'habitude, nous allons décliner rapidement l'actualité sportive de la semaine pour attaquer la thématique débat, évidemment, qui est dominée par la CAN. On finira par un focus sur une athlète assez particulière qui a marqué cette année. Nous allons lui rendre hommage. Tout de suite, on commence par le fil sportif. Le fil sportif. Donc comme chaque semaine, comme chaque lundi, ce fil sportif, évidemment, on ouvre avec du football et cette deuxième journée de la phase de groupe de la CAN 2025 qui s'est achevée hier, donc à l'instar de l'Égypte et du Nigeria. L'Algérie s'assure une place en huitième de finale 6 ans après l'édition 2019 grâce à sa victoire 1-0 face au Burkina Faso. L'unique buteur, c'est bien évidemment le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, qui porte son total en Coupe d'Afrique à 9 réalisations. Et pour cette édition, à 3 buts, il est meilleur buteur provisoire. On l'écoute juste après la rencontre. Riyad Mahrez, réaction après la rencontre. Ouais, alhamdoulilah, on est content, voilà. On a su faire deux matchs solides. Je pense que le match a été meilleur aujourd'hui dans le contenu. Même si je reste persuadé qu'on a encore une grosse marge de progression, on peut faire beaucoup mieux. On continue, on essaie d'aider l'équipe. Bien sûr que ça fait plaisir de marquer, d'être décisif. Le plus important, comme j'ai dit, c'est la qualification. On va pas se concentrer sur d'autres choses. Et Inch'Allah, on va essayer de bien finir sur le troisième match, de gagner et de bien se concentrer pour le huitième. Nasser Bouiche, un petit mot avant d'attaquer le débat, juste un petit mot sur... allez, on reste sur la prestation sur cette rencontre. Bonjour à tous. Tout d'abord, bravo aux joueurs, bravo au staff technique pour cette brillante victoire et cette qualification hâtive pour le huitième de finale. C'est super. Je dirais que c'est vrai qu'on s'attendait un peu à cette qualification parce qu'on a été déçus 2 fois de suite. Mais cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Notre sélection est bien partie pour aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Sylvie Meya Moabi, on était en contact hier, un peu avant le match, aussi après. Impression générale, en quelques mots, de la prestation de Riyad Mahrez et consorts. Je pense que c'est les capitaines qu'il faut. Vraiment, c'est les capitaines que toutes les sélections rêveraient d'avoir, puisqu'ils portent l'Algérie, ils portent les Fennecs dans la victoire et ils méritent
ils ne ménagent aucun effort pour justement y arriver. Et comme l'international algérien l'a dit tout à l'heure, l'Algérie a fait deux faux pas de suite en 2021 et en 2023. Maintenant là, il fallait le faire, il fallait aller chercher dans les derniers retranchements, dans les tripes pour justement avoir cette qualification après 2 journées, et l'Algérie l'a fait. Je pense que c'est en tout cas la meilleure des réponses face aux critiques, face aux doutes, face à tout ce qui peut être dit autour de la sélection. Autour de cette sélection, hein. Cédric Bakambu aussi qui porte la République démocratique du Congo. On y reviendra un peu plus tard. Dans les autres matchs d'hier, l'autre match de ce groupe, le Soudan s'impose 1-0 face à la Guinée équatoriale. Dans l'un des chocs de ce premier tour, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se quittent sur un score de parité 1 but partout. Dans ce même groupe F que les spécialistes ont qualifié de groupe de la mort, la surprise, le Gabon qui s'incline 3-2 face au Mozambique. Dans ce groupe, je dirais, c'est vrai que c'est une surprise quand on voit un peu les Gabonais qui sont passés à côté un peu de ce premier tour et de cette CAN. Et il y a eu une révolte mozambicaine. Mais je dirais, moi, le match qui m'a le plus impressionné, c'est Côte d'Ivoire-Cameroun, avec une intensité de haut niveau, de joueurs de haut niveau, qualité footballistique extraordinaire. Je dirais, c'est vrai que le résultat est tout à fait logique, un but partout, avec un but sublime d'Amada pour l'ouverture du score ivoirien, et égalisation de Tchad, je crois, un but partout. Donc c'est vrai que, à mon avis, c'est le meilleur match qu'on a vu sur le point de vue physique, intensité, qualité de jeu à l'africaine. Les éléphants et les lions indomptables ont livré une bataille sans merci. Mais le football est sorti vraiment gagnant sur ce match. Un beau match à haute intensité. Également à noter le bel arbitrage de Mustapha Ghorbaï. Tout à fait, j'ai oublié de souligner ça. C'est bien déjà. Et tout à fait, dira, c'est un point positif aussi. Parce que c'est un point, on dira quelques mots sur l'arbitrage quand on fera le point sur ce premier tiers de compétition. Donc football toujours, la FIFA a publié son dernier classement mondial masculin le 22 décembre dernier. Donc l'Espagne qui reste en tête de ce classement, devant l'Argentine et la France. Sur le plan africain, le Sénégal se maintient à la 19e place. L'Algérie progresse d'une place et passe 34e, juste devant l'Égypte. Le Nigeria est 38e. La Tunisie, 41e. Et la Côte d'Ivoire, vous en parliez, Nasser Bouich, 42e. En parlant d'Argentine, cette petite affaire, l'Albi Céleste, est-ce qu'on pourrait la voir exclue du mondial par rapport à ce qui se passe en Argentine? Je le rappelle pour nos chers auditeurs, un vaste scandale de corruption et de blanchiment d'argent menace la participation de l'équipe d'Argentine, qui est bien sûr tenant du titre du mondial. Dans le cadre d'une enquête judiciaire, 30 perquisitions ont visé le siège de la Fédération argentine de football, ainsi que plusieurs clubs et des dirigeants clés, dont Claudio Tapia, sont suspectés de malversation financière. Quand on parle d'Argentine, c'est toute une histoire de football. Moi, je suis un fan du football argentin. De Diego. Heureusement, Diego. Et juste avant, il y avait Mario Kempes, il y avait Luque, cette grande équipe d'Argentine, championne du monde 78. Et sous l'ère du sélectionneur Menotti, que j'ai connu personnellement. Donc, je dirais que le football argentin ne peut pas être absent d'une compétition mondiale comme la Coupe du Monde, il faut le dire. Parce que quand on parle d'Argentine, c'est vrai, on parle de Messi, de Maradona, de Kempes, mais le football argentin a toujours été top mondial. Donc, une affaire pareille ne peut pas vraiment impacter. C'est vrai que c'est un peu gênant, un peu dans le fonctionnement d'une fédération, d'un football d'un pays, mais je dirais que peut-être on trouvera une solution. Comment vous percevez cette affaire depuis Kinshasa, Sylvie? Un vrai scandale parce que, voilà, il y a beaucoup de fans de l'Argentine et de Messi ici au pays. Il y a beaucoup de fans qui marchent dans la rue, arborant les maillots de Messi ou d'autres joueurs argentins. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de peine que les supporters ont accueilli cette nouvelle.
c'est vrai que ça va être un gros scandale dans le football. Si seulement cela arrivait à se confirmer et que l'Argentine ne participait pas à cette Coupe du Monde pour venir défendre son titre acquis 4 ans plus tôt, ça va être vraiment très décevant aussi de ne pas voir la dernière de Lionel Messi, qui est pratiquement l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Et donc voilà, je pense que, en tout cas pour moi, j'ai pris pour que ça ne soit pas vrai et que ça puisse se terminer entre guillemets dans les spéculations et que rien ne se confirme, sinon ça sera un très gros scandale. Justement, pour tous les Algériens et amateurs de football, l'Argentine sera et serait le premier adversaire de l'équipe nationale d'Algérie en ouverture de compétition, pour sa compétition en Coupe du Monde. Qui ne rêverait pas de jouer un match d'ouverture, pas d'ouverture, le premier match d'un championnat du monde, exactement, face à cette équipe d'Argentine. C'est historique, c'est plus que, vous savez, vous allez jouer confronté, à mon avis, la meilleure nation de football dans le monde. C'est super, c'est une chance inouïe. Donc, affaire à suivre de très 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 près. On passe à l'olympisme. Mamadou Diagana Ndiaye, membre du comité international olympique, a été sélectionné comme porteur de la flamme olympique en amont des Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront en Italie, à Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026. Cette distinction symbolique met à l'honneur le parcours de l'ancien athlète sénégalais, l'engagement de longue date en faveur du sport et de l'olympisme, tout en soulignant la place du Sénégal et de l'Afrique au sein du mouvement olympique international. Le championnat arabe d'haltérophilie qui vient de s'achever, la 10e édition des championnats arabes qui s'est déroulé au Qatar, qui s'est achevé le 27 décembre. La sélection algérienne a réalisé une participation remarquable en décrochant 42 médailles, toutes catégories confondues. En parallèle, lors de l'Assemblée générale de l'Union arabe d'haltérophilie, 3 représentants algériens ont été élus pour le mandat 2025-2029. Il s'agit de Kouli Safia qui devient président du comité féminin, Kairouane Sofiane qui intègre le comité technique et Deshri Hamid rejoint le comité scientifique, recherche et formation. Par ailleurs, Kamel Saïdi, président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, a été élu vice-président de l'Union arabe en tant que représentant du continent africain. Dernière info qui est reliée à une CAN, mais la CAN à venir de handball qui se tiendra du 21 au 31 janvier 2026. L'équipe nationale d'Algérie a quitté Alger pour un stage préparatoire en République tchèque, puis en Slovénie en vue de cette CAN. Durant ce stage, l'équipe disputera plusieurs matchs amicaux face à la République tchèque, au Koweït, au Kosovo, à la Géorgie, ainsi qu'à un club local. De la CAN de handball, on revient vers une autre CAN, c'est la CAN de football. Maintenant, la thématique, c'est la zone en parle. La zone en parle. Donc on le disait en début d'émission, après 2 journées de la phase de groupe de la CAN, certaines certitudes commencent à se dessiner. Donc avec 2 victoires chacune, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie sont déjà assurés d'être en 8e. La compétition a été riche en spectacles et en buts, avec 29 buts lors de la première journée, 24 pour la seconde, 24 buts inscrits. Riyad Mahrez, meilleur buteur provisoire avec 3 buts. Un début prometteur qui pose d'emblée des questions sur la hiérarchie des équipes et peut-être des surprises à venir. On a vu déjà quelques surprises, les 2 défaites du Gabon. Donc un arbitrage aussi critiqué, des décisions assez polémiques. Donc quel regard porter sur ce premier tiers de la compétition? Nous allons faire le point avec nos invités. Nasser Bouich, ancien international algérien, et Sylvie Meya Mohabi, journaliste sportive chez Radio Top Congo FM. Première question, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, elles confirment leur statut habituel?
Tout à fait, mais je crois qu'il y a déjà le Nigeria, un homme mondialiste, mais qui a montré un peu ce que vaut le football nigérien, on le connaît. C'est dommage qu'une sélection comme le Nigeria ne soit pas présente au mondial américain, mais je dirais que dans l'ensemble, il y a une logique qui a été respectée. C'est vrai qu'il y a eu un festival de buts, c'est bien dit, hormis le match Zambie-Comore, où il n'y a pas eu de but, mais dans l'ensemble, ça a été très satisfaisant sur le plan offensif. Après, les grandes nations sont là. Les grandes nations, elles vont, et à chaque fois, comme on le dit, il y a une logique, et les grandes nations seront, je crois, toutes au prochain tour. Au vu du match Nigeria-Tunisie, d'ailleurs on en parlait il y a quelques jours, en amont de la CAN, avant le début de cette Coupe d'Afrique, est-ce que le fait de ne pas être présent justement pour le Nigeria à la prochaine Coupe du Monde les motive un peu plus pour cette CAN? Heureusement, il leur reste que cette compétition. Ils vont se donner à fond. Ils ont un coach, Eric Schell, à la tête d'une sélection qui n'a pas perdu de match depuis sa prise en main. Après, ils ont fait un très mauvais début de qualification mondiale. Ils l'ont payé cash à l'arrivée. C'est vrai qu'ils sont un peu rattrapés vers la fin. Ils ont joué un peu les barrages, mais ils sont tombés sur une excellente équipe d'RDC qui, à moi, n'est pas une surprise. On connaît le football congolais. Ils ont été champions d'Afrique. Et leurs clubs ont été champions d'Afrique. Moi, j'étais jeune. Je me souviens des Kazadi, Myupu, Ndai. C'était une génération d'excellents footballeurs. Ex-Zaïre, qui ont participé en 74 à une Coupe du Monde en Allemagne, en RFA à l'époque. Je dirais que le football congolais a toute une histoire, avec le tout-puissant Mazembe, ex-FC Anglebert, avec Vita Club, aujourd'hui avec Saint-Éloi, Lupopo. Le football congolais, RDC, est revenu au devant de la scène. On va revenir à la RDC, justement. Sylvie, d'ailleurs, Nassel Bouich connaît bien votre football. Vous qui avez joué le Nigeria, Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, vraiment. Je suis en train d'apprendre en même temps le football congolais. Mais justement, Nassel Bouich le disait bien en 74, donc là, on va dire qu'il y a une sorte de devoir de rachat pour le football congolais. À qui on souhaite une qualification mondiale, ils doivent jouer un dernier match de barrage. C'est ce qu'on souhaite depuis longtemps, justement, avoir ce 10e qualifié pour le mondial africain. Vous avez joué justement le Nigeria, vous les avez bien contrariés, vous les avez éliminés. Au vu des premiers matchs des Super Eagles, est-ce que vous les avez trouvés dans un autre état d'esprit différent que lors des barrages continentaux le mois dernier? Je dirais que le Nigeria est resté égal à lui-même. C'est vrai, dans un match de football, tout peut arriver. Je pense que le Nigeria avait payé face à la RDC sa prolongation, en fait. Ils ont joué 30 minutes supplémentaires avant de rencontrer la RDC, alors que la RDC avait gagné dans les temps réglementaires. Ça joue aussi. Je pense que sur le plan physique, l'international ne me contredirrait tournoi, pas. Ouais, voilà, ça peut jouer également en termes de fraîcheur. Le Nigeria en a manqué peut-être face à la RDC dans ce match de qualification, dans ce match de barrage, dans cette finale. Mais bon, je pense que c'est aussi d'un côté la RDC qui est restée bien appliquée pour justement aller chercher au bon moment l'égalisation et contraindre le Nigeria à un deuxième match avec prolongation. Et sûrement, ils étaient émoussés avant cette séance de tir au but qui a tourné à l'avantage des Congolais. Mais je ne vais pas, en tout cas, dire que le Nigeria est mieux que lors de ces barrages. Le Nigeria est resté égal à lui-même, mais seulement, je pense que ce manque de qualification ou cette défaite en finale face à la RDC a peut-être boosté davantage le mental pour inconsciemment peut-être les joueurs se sont dit voilà, on doit démontrer qu'on reste une grande nation, on a fait un faux pas, mais on est toujours le Nigeria et on doit justement répondre à notre réputation. Je pense que c'est ça. Le Nigeria est resté égal à lui-même depuis les barrages. Jusque-là, ils ont fait un faux pas. Ça peut arriver dans le football. On parlait tout à l'heure de ces deux faux pas de l'Algérie, mais cette équipe d'Algérie est restée toujours
redoutable, même si les résultats n'ont pas suivi sur le terrain. C'est un peu comme comme le Nigeria, malgré cette défaite en finale. Au tir au but, c'est d'ailleurs, je pense que c'est pas une défaite, c'est une loterie, ça fait tourner à l'avantage de l'une ou de l'autre équipe, et malheureusement pour le Nigeria, ça tournait à l'avantage de la RDC, mais le Nigeria reste toujours cette équipe redoutable d'Afrique et qui peut nous sortir des belles choses à n'importe quel moment. Moi, je dirais que c'est-à-dire les Green Eagles et notre sélection sont dans une opération rachat, le Nigeria, parce qu'ils viennent de sortir d'une grande compétition mondiale. C'est vrai, au tir au but. Après, notre sélection aussi, qui a été vraiment décevante, les deux précédentes éditions. Aujourd'hui, on est en huitième de finale, c'est déjà pas mal. C'était un peu un des premiers objectifs lors d'une conférence de presse du sélectionneur Petkovic. Il disait, on va y aller match par match. Là, on est un peu dans le temps, dans le timing. On gagne le premier match un peu, disons, facilement. Un peu durement sur le deuxième, péniblement, mais je dirais que la gestion du match a été presque parfaite. Avec deux blessés, faut-il le rappeler. Exactement, l'équipe, il y a des clean sheets. On a marqué 4 buts. Et je crois que l'équipe est en nette progression. L'Algérie est la seule équipe après 2 matchs à ne pas avoir encaissé de buts. C'est important, c'est très important. Dans Très une compétition, si on n'encaisse pas de but, automatiquement, on peut aller le plus loin possible. Pourquoi pas non? Pourquoi pas remporter ce trophée tant désiré par les nations africaines? On avait pronostiqué il y a quelque temps avec Sylvie une finale RDC Algérie. Quel est aujourd'hui l'état de forme, l'état d'esprit de vos compatriotes? Je pense qu'ils sont bien. La crainte, entre guillemets, était de perdre face au Sénégal encore une fois. Et cette fois-là, les Léopards ont réussi à s'en sortir avec un match nul au terme d'un match assez laborieux pour les Léopards. Donc là, je pense que mentalement, ils sont bien, en attendant bien sûr ce troisième match face au Botswana, et éviter, ils ne veulent pas, ils veulent éviter toute surprise désagréable, surtout face à une équipe qui n'a plus rien à perdre dans cette Coupe d'Afrique. L'équipe reste sereine, elle travaille assez en confiance. Et voilà, je pense que ça va bien se passer. Et Inch'Allah, il y aura finale si la RDC ne termine pas deuxième, malheureusement, puisque vous le savez que c'est sur le chemin de l'Algérie qui est bien parti pour terminer en pôle dans ce groupe F. C'est très dommage, en tout cas pour les Léopards, de rencontrer déjà à l'Algérie en huitième de finale. Mais bon, ça reste le football. Quand on veut remporter un titre, on ne doit pas avoir peur, entre guillemets, des adversaires. On doit les prendre comme ils viennent. Et je pense que les Léopards sont prêts à cette troisième journée, éventuellement un huitième de finale en tant que premier ou en tant que deuxième. Une troisième journée qui commence dès aujourd'hui, on y reviendra un peu plus tard. Et bien sûr, vous l'avez dit, pour gagner un titre, pour aller jusqu'au bout, il faut battre tout le monde. Tout à fait. Donc, vous Mais parlez... la prestation congolaise, pardon, Fouzi, la prestation congolaise contre le Sénégal a épaté tout le monde. Sincèrement, moi j'ai vu un peu cette puissance, intensité, une équipe emmenée par Chancel Mbemba, plus devant il y a Bakombo, mais il y a d'excellents joueurs aussi au milieu de terrain, sur les côtés. Je crois que cette équipe du Congo pourrait être la révélation de ce tournoi, bien qu'ils ont animé une demi-finale l'édition précédente. Effectivement. Donc ça reste le Congo, reste le RDC. Moi je dirais que en plus on parle pas du sélectionneur Sébastien Desabre qui est passé par le football algérien et la première division algérienne, qui fait du bon boulot. Sylvie, vous parliez de Riyad Mahrez tout à l'heure. Si on peut faire un peu la similitude, pas en termes de poste pour poste, mais en termes de leadership en RDC, quelqu'un comme Cédric Bakambu, c'est un fédérateur, c'est un gars d'expérience. D'ailleurs, on l'a vu pendant le tournoi encore une fois continental, éliminatoire Coupe du Monde. Il fait l'unanimité, Cédric Bakambu.
Bien sûr, c'est un garçon qui est arrivé en 2015, donc ça fait 10 ans qu'il est en équipe nationale. Il a pris des galons, il a appris sur les tas, il a côtoyé les anciens comme Dieu merci Mbokani. Il a petit à petit appris auprès de ces derniers et aujourd'hui il est tout proche, à un but de battre le record de Dieu merci Mbokani qui était juste là le meilleur buteur de la sélection. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est un leader technique, c'est un leader de l'attaque congolaise. Vraiment, bon, je ne sais pas si je dois les comparer, même si ce n'est pas le même poste à un garçon comme, à un monsieur d'ailleurs, je dirais, comme Riyad Mahrez. Mais en termes de leadership, je pense que c'est à peu près la même chose, mais sur le plan technique. Je suis congolaise, oui, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Riyad Mahrez, c'est quand même un cran au-dessus. Et il a déjà été, lui, champion d'Afrique, Cédric Bakambu, et demi-finaliste de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est un peu la différence sur le plan technique. Mais sur le plan du leadership, je pense que Bakambu a fait aussi un excellent travail en tant que leader de l'attaque et surtout cadre de l'équipe nationale de la RDC. Justement, quand on voit la rage, la niaque de Riyad Mahrez, surtout au moment où il célèbre ses buts, on dirait que c'est sa première canne. Hein. Il exulte. Il en est sorti vainqueur parce qu'il y a eu des critiques. Ouais. Personnellement, j'ai toujours défendu Riyad, leader technique d'une sélection, et tout ce qu'il a, c'est-à-dire transmis aux joueurs, tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé depuis le début en sélection jusqu'à aujourd'hui. On sent la petite pointe de revanche sur... Heureusement, il va participer à sa dernière CAN, je crois. Donc il est là, c'est le leader technique, c'est notre capitaine, c'est le leader technique. Il faut accepter ça. Moi, je me demande parce que des fois, j'entends des gens sur des plateaux télévisés qui essaient un peu de dénigrer ce joueur qui a tant donné à notre nation, au football national, à l'équipe d'Algérie et au football mondial. Après, ses passages par City aujourd'hui, c'est vrai, peut-être qu'il est à Al-Ahli en Arabie Saoudite, mais encore une fois, on voit que les joueurs qui évoluent dans ce championnat saoudien se sont bien distingués En tout cas, en cette Coupe d'Afrique des Nations. On les sent bien affûtés, même les Européens qui jouaient leurs éliminatoires Tout en à octobre. fait. À l'image de Cristiano Ronaldo, Joao Félix. Effectivement. Le dernière équipe, on peut faire défiler toutes les équipes, mais là, la dernière qualifiée plutôt. La première, l'Égypte. Un mot sur l'Égypte. Les deux prestations. L'Égypte, je crois, le match qu'ils ont livré contre l'Afrique du Sud a montré ce que c'est l'Égypte réellement. C'est l'Égypte un peu féroce, un peu bien affûté sur le plan tactique, défensivement, qui défendent sur chaque ballon, ils ont en plus un Marmouche et un Saleh devant qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Plus Imam Achour, le petit prodige au milieu de terrain, excellent joueur. Et un Chenaoui en forme. Par exemple, et quand on a un grand Chenaoui, on a vu ce qu'il a, la production de Chenaoui sur ce match-là. Mais je dirais que l'Égypte est injouable. Sincèrement, quand on joue l'Égypte avec cet état d'esprit, c'est difficile de battre cette équipe. Sylvie, Nasser Bouiche qualifie d'injouable l'équipe des Pharaons. Vous en pensez quoi? Je suis tentée de dire la même chose parce qu'on a vu beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, de détermination dans cette équipe égyptienne. C'est vrai, les rencontres de la deuxième journée étaient entre les têtes des séries et les équipes qui étaient dans les chapeaux 2, pratiquement les équipes qui sont pour la plupart dans les top 20 du classement mondial, le classement FIFA au niveau africain. Donc c'était des rencontres pour certaines qui valaient des finales. Et parmi celles-là, il y a eu cette rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. On a vu une équipe d'Égypte s'arracher pratiquement pour aller chercher cette victoire et cette qualification. C'est vrai, l'état d'esprit égyptien, moi ça m'a toujours fait peur. En tout cas, quand l'Égypte joue, je ne suis
jamais tranquille. L'année dernière, lors de la CAN 2023, en huitième de finale de cette CAN, c'était RDC-Égypte. Et jusqu'au bout, en tout cas, jusqu'après la séance de tir au but, je n'étais pas dans mon assiette parce que je savais que cette équipe-là pouvait à tout moment revenir, pouvait à tout moment nous faire mal. Et voilà, c'est ce qui est arrivé durant ces deux matchs-là avec surtout Mohamed Salah. On a parlé tout à l'heure de Riyad Mahrez. Ces leaders techniques là, ces leaders d'attaque qui emmènent leur formation à bien se comporter. Et encore une fois, je pense que c'est une équipe qui va peut-être faire mal, à moins qu'elle ne rencontre l'Algérie ou encore le Nigeria très tôt. Mais en tout cas, ça va être difficile à jouer. L'Égypte, toujours difficile à jouer. Vous parliez justement de Salah. Si on combine tous ces joueurs, tous ces grands joueurs d'expérience, Salah, Mahrez, Cédric Bakambu, le retour du joueur tunisien, là, 36 ans. Ferjani Sessi. Farjani Sessi, merci Nasser. Tous ces joueurs-là, on dirait qu'ils veulent tous avoir ce titre. Ils ont une revanche à prendre, sachant et qu'ils ont dans un coin de leur tête que c'est peut-être, et vous l'avez bien dit, leur dernière CAN, si la CAN passe, à tous les 4 ans. Ah oui, même tous les 2 ans, je crois qu'il y a des joueurs à un âge avancé, parce que ça devient de plus en plus une compétition un peu, disons, un peu dure à jouer, il faut le dire. Aujourd'hui, quand on voit cette compétition africaine, moi j'en ai participé à 2. Je crois que c'est vrai que c'était dans un autre contexte, mais avec 8 meilleures nations à l'époque africaine, c'était un peu plus dur, plus serré. Mais je dirais qu'aujourd'hui, cette compétition occupe un peu sa place dans le Gotha mondial. Après les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe des Nations, je dirais moi, je mettrais en 4e position cette CAN, cette compétition africaine qui a pris beaucoup d'essor, quoi. Aujourd'hui, après ces 2 premiers matchs, je rappelle, dès ce soir, la 3e journée qui débute, est-ce qu'on peut dégager quelques outsiders au-delà des ténors, on va dire, du football africain? Sincèrement, après... Mozambique, non, peut-être? Des outsiders, non. Je crois que c'est vrai qu'il faut avoir de l'endurance pour aller le plus loin, de la qualité, surtout de la qualité physique, surtout. Sylvie l'a si bien dit, quand on est physiquement au top, c'est vrai qu'on peut aller le plus loin possible. Mais je dirais que, à mon avis, il n'y aura pas de surprise. Les grandes nations seront là. Après, on va les citer. L'Algérie, la RDC, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Mali. Le Mali, c'est vrai que peut-être le Mali à chaque fois a été outsider. Mais ça reste aussi une équipe très très difficile à jouer. Très difficile à jouer. Mais je dirais que les grandes nations, à mon avis, cette compétition, à mon avis, débutera en quart de finale. Donc, on peut dire, un peu pour rebondir sur ce que Nassel Bouich vient de dire, la gestion de ce premier tour, de cette phase de groupe, elle est déterminante pour la suite, Sylvie. Très déterminante, puisque il faut pas trop donner. La compétition est longue. Si on veut aller loin, il faut avoir également de la fraîcheur. Et si on n'a pas de fraîcheur et qu'on donne tout dans ce premier tour, ça va jouer contre les sélections lors de la phase à élimination directe, parce que là, c'est ça, la vraie compétition qui va démarrer. Il faudrait avoir des ressources nécessaires pour aller en prolongation, puisque voilà, dans ces matchs couperets, on se projette vers les 30 minutes supplémentaires, et si on ne tient pas, c'est mort. Donc, je pense que les équipes auront besoin, pour l'instant, surtout les équipes comme l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte, qui ont 6 points sur les 6 possibles et qui sont déjà qualifiés pour le deuxième tour. Il faudrait faire le turnover pour permettre à ceux qui ont disputé jusque-là les 180 minutes de respirer un peu, de se ressourcer, de devoir se régénérer
parce que ça va être très dur, en tout cas, ce deuxième tour. On risque d'avoir toutes les grosses écuries au deuxième tour, donc il faudrait vraiment se préparer au mieux pour ne pas vite repartir à la maison. Et donc, ça passe par cette fraîcheur. Et je pense que les entraîneurs, les staffs techniques savent ce qu'il faut faire pour justement permettre aux joueurs de rester compétitifs, de rester dans cette dynamique et ne pas perdre pied quand les choses sérieuses vont commencer, parce que jusque-là, on n'est qu'au plat d'entrée, si je peux dire comme ça. La consistance, ça viendra dès les huitièmes de finale, parce que là, il faut au moins jouer pendant 120 minutes. Oui, et vous le dites si bien. Oui, Nasser Bouch. Super bonne analyse de Sylvie, parce que c'est vrai, quand tout au début, à chaque fois on disait que le premier match était important. C'est vrai, des 3 points, on commence la compétition, on va souffler un peu après ce premier match et 3 points. Mais aujourd'hui, le tirage a voulu que si on veut aller le plus loin possible et avoir de la fraîcheur physique, laisser reposer un peu ses joueurs, turnover, les grandes nations se sont confrontées au deuxième match. Incroyable, c'est vrai. Oui. Donc il faut faire le plein sur les 2 premiers matchs pour pouvoir, parce que l'élément essentiel et majeur, c'est la récupération, c'est la fraîcheur physique. Parce que ça devient une autre compétition. À élimination directe, ça devient vraiment une autre compétition. C'est pour ça que je dis à chaque fois, c'est vrai, si on a 6 points, on peut tourner l'effectif, on peut faire un turnover, on peut peut-être laisser reposer ses cadres. 4, 5 cadres dans une équipe, c'est important, et donner la chance à d'autres joueurs pourquoi pas briller sur un match. Vous savez, une Coupe d'Afrique des Nations, on peut briller sur un match. Moi, j'ai vu un jeune joueur ivoirien, Inao, je crois 19 ans, 17 ans. Le joueur du Paris Saint-Germain, qui a fait une entrée fracassante face au Congo, qui était derrière le but de Sadio Mané. 17 ans, vous imaginez, 17 ans, vous participez à un combat. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas que le foot, hein. C'est un combat sur un terrain. Les contacts, les duels, je sais pas, des tacles, des coups de tête, des coups de pied, des coups de coude. C'est comme ça, des corps à corps. Si on n'est pas prêt, on peut pas aller loin. Être endurant, c'est ça, c'est tout ça. Et sans omettre les blessures, le cas de l'équipe algérienne qui a eu 2 blessures hier. Non, mais c'est ça, c'est malheureusement. Les Burkinabés qui sont revenus dans le match n'ont pas démérité, il faut le dire. Ouais. C'est vrai, peut-être que. Non, mais c'est-à-dire que ça rentre dans la gestion. Heureusement, il y a eu des contacts, il y a eu des duels, et il faut aller au charbon. On y vient justement, vous le disiez Sylvie, il y en a certains qui peuvent rentrer à la maison, et dès ce soir, donc au programme, on aura un Angola-Égypte, un Zimbabwe-Afrique du Sud décisif pour les Sud-Africains, Comores-Mali et Zambie-Maroc. Vous en pensez quoi du groupe de l'Égypte là pour l'Afrique du Sud? Pour ce groupe-là, je pense que l'Afrique du Sud part avec toutes ses chances pour se qualifier. C'est vrai que c'est un duel de la côte à pas. Ce n'est jamais facile de jouer un derby c'est un derby, régional. Sylvie, hein, c'est un derby. Hein. Voilà, un derby régional, ça n'a jamais été facile. Australe, effectivement. Voilà. Donc, je pense que les Sud-Africains doivent vraiment se préparer à toute éventualité, parce que ça peut aller très vite. Les Zimbabwéens, ils ont 1 point, donc ils savent qu'ils peuvent encore se qualifier. Ils ont encore une chance, oui. Ils peuvent encore se qualifier, donc ils vont tout donner, ils vont jouer à fond. Et on sait que beaucoup de joueurs également zimbabwéens vont jouer dans le championnat sud-africain, parce que c'est le plus relevé de la région. Donc ça va vraiment être un véritable duel, et les Sud-Africains doivent être très prudents face à cette équipe zimbabwéenne, parce qu'on a vu la surprise avec le Gabon qui s'est fait malmené par Mozambique. le Mozambique. Donc ça peut aller très vite, et les Sud-Africains doivent vraiment se préparer pour ne pas subir le même sort et ne pas rentrer très vite à la maison, parce que je pense que cette équipe aussi a de sérieuses ambitions de, pourquoi pas, remporter une 2e étoile après celle remportée à la maison en 96.
sur ce match-là, s'il y a bien une nation, une équipe qui sait déjouer cette équipe sud-africaine, c'est bien les Zimbabwéens. C'est vrai, c'est un derby, mais incroyable quand il y a Zimbabwe-Afrique du Sud. C'est tellement... Ils vont souffrir, les Sud-Africains. Vous allez voir, ils vont souffrir. C'est vrai, sur papier, je dirais que les Sud-Africains, avec leur armada de joueurs de Sundowns, de Orlando Pirates et tout... On les a vus contre l'Égypte, ils sont restés muets malgré tout. Non, ça on peut n'a arriver. pas trouvé de solution. Ouais. L'Égypte en fournit un match à ouïr, les joueurs égyptiens. Mais je dirais c'est-à-dire dans l'état d'esprit de cette confrontation Afrique australe. Vous savez, Harare, je connais bien Harare après Johannesburg ou quelque chose comme ça. On n'est pas loin, mais l'état d'esprit des Zimbabwéens, à chaque fois, cette équipe sud-africaine trouve des difficultés à battre cette équipe zimbabwéenne. C'était le point sur ce premier tiers de Cannes. On passe tout de suite à la Focus Zone. Focus Zone. Pour cette dernière émission de l'année, on revient sur le parcours d'une athlète hors norme, d'une petite étoile. Elle a 19 ans, un sourire désarmant, une grâce féline et une rage de vaincre qui force le respect. Kailia Nemours, c'est l'histoire d'une athlète hors norme, devenue en quelques mois le visage de la renaissance de la gymnastique africaine. Née en région parisienne d'un père algérien et d'une mère française, Kailia a longtemps porté les couleurs de la sélection française. Mais derrière les médailles, il y a eu des blessures, des incompréhensions et surtout une fédération française qui l'a marginalisée après un désaccord médical. Donc écartée injustement, freinée dans sa progression, la jeune gymnaste a dû choisir entre subir ou se relever. Elle a choisi de renaître sous les couleurs de l'Algérie, le pays de ses racines, de sa famille et de son cœur. Et la suite est digne d'un conte de fées. Elle fait le choix du courage et du cœur. À peine la tunique algérienne enfilée, Kailia Nemours explose sur la scène internationale, vice-championne du monde aux bases asymétriques en 2023, une première historique pour une africaine, championne d'Afrique 2024, imposant son style et sa supériorité technique, championne olympique à Paris en 2024, un passage sur la plus grande scène qui a confirmé son statut de grande figure. L'or et l'argent au championnat du monde de Jakarta au mois d'octobre dernier, une athlète complète dans le panthéon des plus grandes. Je suis extrêmement heureuse de cette médaille à la poutre. Comme j'ai dit, je suis déjà extrêmement heureuse d'avoir pu tenter ma chance en finale et j'étais extrêmement fière de ma poutre, donc peu importe le résultat, j'étais fière de moi. Donc voilà, que le résultat soit tombé, c'est encore plus joyeux, encore plus incroyable. Et c'est vrai que les gens me voient beaucoup au bar, ils pensent que je fais que ça. Donc des fois les gens sont un peu surpris quand je fais le concours général, ils disent en fait elle fait tous les agrès, ou mais en fait elle est forte à la poutre entre guillemets, mais il faut savoir que je travaille énormément sur les 4 agrès chaque jour. Voilà, c'est une très très belle récompense. Elle est très mignonne, vraiment elle est très mignonne et je suis très contente de l'avoir en or et en argent. Je vais prendre du temps avec ma famille, profiter, fêter ça parce que c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer et je suis très heureuse et là je veux juste profiter et redescendre la pression, un petit peu oublier tout ça parce que c'était une semaine de stress intense pour moi, donc voilà, juste profiter. Je vais continuer à travailler dur, voilà, je vais continuer à travailler et puis à me perfectionner et voilà. Merci. Kailia Nemours, élue athlète algérienne féminine de l'année avec son élément signature désormais imprimé dans les tables de difficulté et dans la mémoire collective. Elle ne prépare pas seulement des médailles, elle forge une école, un modèle, une locomotive qui tire toute l'Afrique vers l'excellence. Kailia Nemours, une grâce qui marque, un geste qui reste, l'Afrique qui s'élève. Un mot dans sa bouche. Vous connaissez un peu cet oiseau, le phénix qui renaît de ses cendres? Je ne sais pas. Vous connaissez cela? Oui. C'est ça, c'est cette athlète qui a cru, qui est revenue en premier plan, qui... N'oublions pas que l'Algérie lui a tendu la main. L'Algérie, il y a une partie de baraka, vous savez, quand on choisit l'Algérie par moment, surtout c'est dans le domaine sportif. Je crois qu'on peut y aller le plus loin possible et ne pas, pourquoi pas, comme tu l'as si bien dit, atteindre le panthéon.
Aujourd'hui, je dirais que Kylian Moore, ce que donne un peu... Moi, à chaque fois que je vois cet athlète, et j'ai dans ma tête, parce que moi j'ai vécu avec ça, l'athlète roumaine Nadia Comaneci. Donc je fais un peu le 10. Exactement, mais bravo à cette jeune athlète algérienne qui donne du bonheur aux Algériens. Et à l'Afrique, bien sûr. Et à toute l'Afrique. Sylvie, on n'a plus le temps d'avoir votre avis sur Kylian Moore. J'espère une prochaine fois. Un dernier mot, les derniers petits mots de l'année 2025. Merci de... Ouais. Oui. Je dirais tous mes voeux de bonheur, de prospérité et de longévité. Tous les auditeurs, à vous particulièrement dans le studio. Et j'espère que 2026 va nous apporter beaucoup plus de bonheur dans nos vies. Et de paix pour l'Afrique. Merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve bientôt, la CAN n'est pas finie. Donc on se retrouve très bientôt. Nassal Bouich, bonne année, meilleurs vœux, merci. Pareillement, Happy New Year 26 pour le peuple algérien surtout et pour toute l'Afrique. Et à tous nos auditeurs, merci à Riyad, à Islam, à Riyad aussi, à tout le monde. Bonne année, on se retrouve l'année prochaine, bye bye.